Salut YouTube, bienvenue dans cette rediffusion, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te propose un sujet lié à une technologie que peut-être tu as déjà utilisée ou que tu voulais utiliser, les masques à lumière rouge. Et oui, un appareil qui émet, comme son nom l'indique, de la lumière rouge et aussi parfois dans les infrarouges, est-il efficace en matière de santé, en matière de soins de la peau? C'est ce qu'on va voir dans cet article écrit par Corélie Thielin pour le média The Conversation. Elle-même, Corélie, est une enseignante chercheuse en physique à l'ECE, docteur en biophysique. Donc voilà, je le rappelle pour ceux et celles qui ne connaissent pas The Conversation, c'est un média qui donne la parole aux experts, aux expertes, aux chercheurs, aux chercheuses pour parler de justement leur sujet d'expertise. Et ici, il s'agit de faire un peu un bilan de ce qu'on sait sur les masques à lumière rouge et leur efficacité. Est-ce que c'est un énorme scam ou est-ce qu'au contraire on commence à voir des effets intéressants sur la santé? Eh bien c'est tout à fait le sujet de l'article qui va balayer un peu ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, avec, vous allez voir, beaucoup de nuances et de pincettes qui vont être posées. On a l'habitude en science de voir des sujets tout à fait nuancés. C'est le devoir de la science d'ailleurs que d'être précis, rigoureux, nuancé sur les sujets pour essayer de peser le vrai du faux. On va voir justement pourquoi aussi certains abusent aussi de cette méconnaissance du sujet pour vendre tout et n'importe quoi. Spoiler non, mais on regarde quand même. C'est plus subtil que ça, c'est pas tout à fait non comme le suggère Marilou. En réalité, il y a quand même des effets. Vous allez le voir si vous restez sur la chaîne YouTube. J'espère que tu vas passer un bon moment. N'hésite pas à t'installer, n'hésite pas à passer en live. J'en profite, je stream le mercredi, jeudi, samedi et dimanche matin. Si tu veux profiter un petit peu du chat, les échanges dans le chat et profiter des autres sujets qu'il y a sur la chaîne, puisque je ne fais pas que de l'actualité. Donc voilà, nouvel article qui sort dans The Conversation qui parle de cette technologie beaucoup utilisée dans la beauty tech, portée par les influenceurs. Et oui, toujours les mêmes, ces influenceurs, influenceuses qui vous vendent tout un tas d'objets plus ou moins efficace. Alors de grosses promesses en matière de marketing, de grosses promesses qui permettraient de soigner les défauts de la peau, de rajeunir éventuellement cette même peau, de vous donner un air plus jeune, tout simplement, améliorer l'acné ou encore accélérer la cicatrisation. Est-ce que tout ça est réellement possible? Eh bien vous allez voir que parmi les effets suggérés, il y en a des plus ou moins plausibles. Alors déjà, on va revenir sur ce que sont ces technologies. J'ai commencé à en parler. Leur prix varie de quelques centaines d'euros à voire des milliers d'euros. Donc vous pouvez trouver un peu tout sur le commerce. Alors comment ça fonctionne? Ce sont simplement des masques sur lesquels il y a des LED, donc des diodes électroluminescentes. Ces diodes qui émettent de la lumière. Donc c'est de la lumière rouge, bien sûr, puisqu'on est dans ce type de technologie, voire même infrarouge. Donc cette lumière infrarouge qui est invisible aux yeux, mais qui peut être émise en même temps que la lumière rouge. Donc vous avez en tant qu'utilisateur la possibilité de porter ce masque pendant une durée déterminée, généralement de quelques minutes, afin d'exposer la peau de manière uniforme. Alors c'est souvent un masque pour le visage, même s'il peut y avoir des dispositifs pour d'autres parties du corps. Mais voilà, ce qui est le plus connu et le plus vendu, ce sont les masques pour le visage. Donc voilà, cette technologie est permise par les avancées technologiques en matière de miniaturisation des systèmes LED. Avant, on ne pouvait pas avoir ce genre de technologie. Maintenant, on peut avoir plein de petites LED qui émettent de la lumière. Et en réalité, c'est aujourd'hui utilisé pas que par des particuliers, mais aussi au sein des cabinets médicaux. Et c'est là où ça va trouver tout son intérêt, c'est de l'employer en thérapie, car vous allez le voir, il y a des effets. Voilà, j'en dis pas plus, vous allez le voir dans quelques instants, mais il y a quand même des effets remarquables. Donc c'est expliqué que c'est utilisé en dermatologie, notamment pour le traitement contre l'acné, des plaies, des ulcères et des cicatrices. Donc ça, c'est dans les cabinets médicaux, bien sûr. Voilà, c'est considéré comme des solutions non invasives, donc c'est toute la puissance aussi de ce genre de masque, c'est-à-dire que ça ne va pas altérer l'intérieur de votre corps. Le rayonnement en question reste au niveau du derme et ne va pas pénétrer au-delà du derme, donc ça permet du coup de ne pas avoir d'impact significatif à l'intérieur
de votre corps. Et bien sûr, l'impact des réseaux sociaux, comme on va le voir un peu plus tard, qui va jouer son rôle dans la commercialisation de ce genre de technologie. Mais bon, commençons d'abord par la partie scientifique de cette technologie. Donc je le rappelle, ça émet de la lumière rouge, donc contenue entre 630 et 660 nanomètres pour les physiciens du chat. Et ça s'étend parfois aux infrarouges, qui je le rappelle est une lumière du coup invisible. Donc c'est le proche infrarouge, donc au-delà de 800 nanomètres, c'est une lumière qu'on ne voit plus avec nos yeux, mais qui peut quand même avoir un effet. Donc voilà, ils expliquent que ces longueurs d'onde sont relativement inoffensives pour la peau, ça va jusqu'au derme sans provoquer d'échauffement significatif. Il peut y en avoir un peu, mais en tout cas, c'est très très secondaire. On n'est pas sur un type de lumière qui va être délétère pour l'organisme, contrairement aux UV, d'accord? Les UV, c'est un type de rayonnement qui lui est qualifié de ionisant, donc qui est en capacité, on va dire, de ioniser, d'altérer véritablement les biomolécules et de provoquer un certain nombre de problèmes, alors que là on est sur de la lumière rouge, voire infrarouge, qui a une énergie relativement plus faible, en tout cas suffisamment plus faible pour que ça n'altère pas la peau. Ça peut à la limite un peu l'échauffer, et encore. J'utilise un masque en poil sur le visage pendant 2 heures, c'est mon chat, et ça me fait prendre un joli teint bleuté. Alors voilà, si à défaut d'avoir un masque à lumière rouge, vous pouvez utiliser votre animal de compagnie tant que celui-ci est relativement consentant. Bien sûr, il y a des gestes chez votre animal de compagnie qui pourront témoigner de son consentement ou pas, à vos risques et périls. Alors, on s'intéresse maintenant aux effets biologiques de cette technologie qu'on appelle la photobiomodulation. En vrai, il y a un terme technique derrière, et c'est pas un terme technique bullshit, puisque derrière, vous allez le voir, il y a un certain nombre de principes scientifiques qui ont été mis en avant. Mais voilà, le terme technique, c'est la photobiomodulation. Donc tout est dans le terme photo, parce qu'on envoie de la lumière, des photons. Et biomodulation, pourquoi? Parce que ça va moduler, ça va changer un certain nombre d'éléments du métabolisme. Donc c'est des éléments de l'organisme vivant, donc c'est pour ça que c'est bio, hein, bio au sens de la vie, quoi. Donc il y a un mécanisme sous-jacent qui est suggéré derrière les modifications qu'on peut voir lorsqu'on reçoit de la lumière rouge. Ce sont des mécanismes du métabolisme basés autour des mitochondries. Alors les mitochondries, vous savez, c'est une petite structure qu'on retrouve au sein des cellules, ok ? Et c'est une structure qui est impliquée dans la production d'énergie. Les mitochondries, ce sont ces organites, on les appelle comme ça, qui produisent ce qu'on appelle de l'ATP, qui est cette fameuse molécule de l'énergie, vous savez, la molécule dont notre corps a besoin pour fonctionner. Donc la mitochondrie, c'est vraiment une partie de la cellule qui est essentielle au fonctionnement du corps, parce que derrière, c'est elle qui va assurer la production de l'ATP. Ok ? Et donc pour produire cet ATP, on a besoin de nutriments et de l'oxygène. Alors l'oxygène nous-mêmes, on le respire, d'accord ? Et les nutriments, ça vient de notre alimentation. Et alors comment la mitochondrie fabrique cet ATP ? Eh bien, elle a, au niveau de sa surface, au niveau d'une de ses couches, la mitochondrie a une enzyme au niveau de sa surface qui s'appelle l'enzyme cytochrome C oxydase. Voilà, bon, je sais que ça paraît technique, mais en fait, c'est peut-être le seul point un peu technique de la publi. C'est le doux nom qu'on donne à une enzyme, donc une protéine particulière qui est à la surface, encore une fois, de la mitochondrie. Et cette fameuse oxydase de cytochrome C, c'est elle qui serait impliquée, je dis bien serait parce que il y a encore des doutes, ça serait elle qui serait impliquée dans les mécanismes de photobiomodulation. Donc je vais prendre le temps d'expliquer un peu de manière succincte le mécanisme en question, mais rassurez-vous, ça va être la partie vraiment la plus technique du stream. Après le reste, on va retourner sur des choses moins biologiques. Mais voilà, le mécanisme sous-jacent, ça serait quoi ? Je le rappelle, donc on a cette
enzyme très complexe d'ailleurs, au vu de la gueule, vous avez vu plein de couleurs arc-en-ciel, c'est incompréhensible quand on voit cette image, mais voilà, c'est une molécule très très complexe qui se trouve à la surface de la mitochondrie. Et il faut savoir que cette molécule, elle va jouer un rôle encore une fois dans la production de l'ATP. Et on sait que si on l'irradie, si on lui envoie de la lumière rouge en particulier, cette protéine va pouvoir être activée. D'accord ? Elle va pouvoir changer de forme, on peut dire ça comme ça, même si c'est pas tout à fait une forme, mais c'est plutôt un état électrochimique, on dirait. Peu importe, je rentre pas dans les détails, il faut juste comprendre que la lumière rouge aurait un impact sur cette protéine qui serait dans une nouvelle forme qui permettrait la stimulation de la production de l'ATP. Donc ça, c'est le mécanisme derrière, on pense, derrière la photobiomodulation qui serait activée du coup lorsque de la lumière rouge serait envoyée sur les mitochondries. Je dis bien serait et je reste au conditionnel parce que c'est ce qu'on pense être le mécanisme qui rend l'exposition à la lumière rouge efficace d'un point de vue thérapeutique, mais il reste encore un certain nombre de recherches à faire pour confirmer cette explication-là. En fait, en tout cas, ce qu'on sait d'un point de vue, biologique, c'est ça, on en est sûr. Par contre, hein, j'insiste, on est sûr que cette protéine est impliquée dans la production, encore une fois, d'ATP. Ok ? Là où on est moins sûr, c'est que la lumière rouge agit sur cette protéine-là. D'accord ? C'est ce lien-là qui reste à confirmer. Voilà. Donc voilà, selon l'hypothèse qui fonctionnerait en tout cas, si elle est valide, derrière, je le répète, hein, mais la lumière rouge va activer cette enzyme qui elle-même va augmenter la production d'ATP et en plus de ça, va permettre l'activation de voies de signalisation intracellulaire. En fait, ce n'est pas seulement une stimulation de la production de l'ATP qui est faite, mais également tout un tas d'autres molécules messagères, on va dire, qui vont être produites et qui vont permettre à l'organisme d'accélérer un certain nombre de voies métaboliques. Je vais rentrer un peu plus dans les détails de quoi il s'agit, parce que là, je reste assez général. Donc voilà, comme on le sait, alors il y a quand même sur des modèles animaux, on a observé une augmentation de la production d'ATP au moment où on exposait justement ces animaux à de la lumière rouge. Et ensuite, on a également vu que la lumière rouge avait un rôle dans la modulation du stress oxydatif. Donc petite parenthèse, là aussi un peu technique. Bon, je vous ai promis que ça ne devenait pas technique, mais on va revenir sur un point un peu technique. Le stress oxydatif, c'est un phénomène naturel qu'on a au sein de notre organisme. Ça traduit quoi ? Ça traduit un déséquilibre entre, d'un côté, la production de molécules réactives de l'oxygène. Alors c'est ce qu'on appelle les fameux ROS. C'est un déséquilibre entre ça et notre système qui est capable justement de tanker, de récupérer ces molécules et de les transformer. Je vous refais l'histoire avec les mains. En gros, quand vous respirez de l'oxygène, d'accord ? Et cet oxygène, il va servir au fonctionnement de votre organisme. Jusque-là, tout va bien. Et cet oxygène, a un pouvoir un peu destructeur. Hein. L'oxygène, c'est une espèce chimique qui adore bouffer des électrons, d'accord ? Et donc, lorsque l'oxygène va être consommé, va être transformé pour faire des choses dans votre organisme, au bout d'un moment, l'oxygène, il va se transformer, il va créer ce qu'on appelle des espèces réactives de l'oxygène, qu'on appelle les ROS, ROS, l'acronyme, d'accord ? Et ces espèces, en fait, elles sont délétères pour l'organisme. C'est un peu bizarre, mais en fait, quand vous respirez, vous vous empoisonnez vous-même, quoi. En fait, l'oxygène, c'est à la fois une molécule qui est nécessaire pour que vous puissiez vivre, et en même temps, elle va être en bout de chaîne, elle va participer à générer d'autres espèces chimiques qui, elles, sont un peu des poisons, d'accord ? Qu'on appelle les ROS, donc espèces réactives de l'oxygène, ROS. Et en fait, heureusement, notre organisme est pas trop mal fait. Il a aussi des mécanismes pour choper les ROS et les détruire, pour les transformer en autre chose. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le système de défense antioxydant de la cellule. En gros, notre cellule, elle a un système de défense qui permet de récupérer ces ROS et de les transformer en quelque chose de moins dangereux. Ok ?
Voilà, on est quand même pas totalement mal foutu, c'est-à-dire que d'un côté l'oxygène peut être un risque, peut être une menace pour nous, mais en même temps on a des mécanismes cellulaires qui permettent de quelque part saboter, enfin de transformer ces ROS pour éviter qu'ils soient dangereux. Voilà. C'est de l'oxydation, oui tout à fait, l'oxygène va jouer son rôle d'oxydant et va oxyder un certain nombre d'éléments de notre corps, de la cellule, et après ces éléments oxydés, si ils vont servir, au cours de la transformation, ces éléments oxydants vont finir par devenir des ROS, et ces ROS, il va falloir que notre organisme s'en débarrasse. Voilà. Et en fait, il faut savoir que ces ROS et ces... oui, voilà, je vais rester là-dessus. Ces ROS, en fait, je vous ai dit, c'est des parasites qui vont contribuer à détruire notre organisme, mais en fait, ils vont aussi permettre d'activer des voies de signalisation cellulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces ROS, ils vont avoir aussi un rôle utile dans l'organisme parce qu'ils vont ils vont jouer un rôle dans le déclenchement de certaines voies métaboliques, notamment les voies qui sont impliquées dans le processus de réparation et de régénération tissulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on a quand même besoin de ces signaux chimiques, malgré le fait que ces signaux soient destructeurs, on en a besoin pour que notre organisme il se mette à se réparer lui-même, pour qu'il y ait de la cicatrisation par exemple, ce genre de choses. Donc voilà, c'est un équilibre. Tout ce qu'il faut que vous compreniez, si c'est un peu trop technique pour vous, c'est qu'il y a un équilibre entre d'un côté la nécessité d'avoir ces molécules à un moment donné, mais il ne faut pas que ces molécules soient trop nombreuses pendant trop longtemps, sinon elles vont détruire des entités biologiques, des biomolécules. Donc il y a un fin équilibre, et notre organisme en permanence, il lutte pour maintenir cet équilibre entre d'un côté il en faut, mais de l'autre il en faut pas trop. C'est un peu la merde. C'est un peu en permanence une lutte au sein de notre organisme pour que les ROS soient présents un minimum pour activer des voies de signalisation, mais en même temps, si c'est là, ça détruit quoi. Voilà. Les ROS pour ceux qui viennent d'arriver, ROS pour, je le rappelle, espèce réactive à l'oxygène. Réactif de l'oxygène, pardon, parce que ça vient de l'oxygène à la base. Donc voilà, je rentre pas plus dans les détails parce que c'est déjà assez compliqué comme ça, mais comprenez que la lumière rouge, alors quel est le rapport avec la photobiomodulation? Là, la lumière rouge va moduler la production des ROS. Alors c'est là où j'ai pas trop compris si ça avait tendance à augmenter les ROS ou à les réduire. Au vu de l'article, j'ai plutôt l'impression que ça va augmenter un peu la production de ROS, mais l'article n'est pas très très clair, l'article de The Conversation sur ce cas-là. En tout cas, tout ce que je comprends, c'est que la lumière rouge va moduler la production de ROS. En plus de moduler la production d'ATP comme on l'a vu avec la mitochondrie, la lumière rouge va aussi moduler la production des ROS. Et comme on sait que les ROS sont impliqués encore une fois dans les processus de réparation et de régénération tissulaire, donc la régénération des tissus, eh bien on sait que si la lumière rouge module les ROS, alors quelque part vous pourrez peut-être participer à accélérer la cicatrisation lorsque vous avez des blessures sur vous. Voilà. Donc ça c'est les processus qui pourraient être impliqués lorsqu'on envoie de la lumière rouge. Maintenant, partie sur justement est-ce que ces effets sont réels ou pas. Donc c'est là où il y a de grosses incertitudes, où on ne sait pas réellement si la lumière rouge a cet impact aussi significatif qu'on le pense. Selon les études, vous allez voir que des fois ça a l'air d'être plutôt positif et des fois c'est pas aussi évident. Salut Indie-R8. C'est assez accessible, ça n'a rien à voir avec les roses, hein. Ça n'a rien à voir avec les plantes. Comprends juste que les roses, c'est un acronyme pour désigner des espèces qui ont tendance à réguler un certain nombre de voies métaboliques, un certain nombre de transformations au sein du corps, et que c'est important d'en avoir, mais pas trop, parce que sinon, c'est délétère pour l'organisme. Donc voilà, ils disent que malgré les incertitudes qu'on a autour
du rôle du fameux cytochrome C oxydase, donc je rappelle cette enzyme qu'il y a au niveau de la mitochondrie. Malgré ces incertitudes, on a vu que la photobiomodulation a été très étudiée sur le plan clinique et les résultats sont globalement positifs, mais variables selon les expériences qui sont mises en place. D'abord, il y a le cas du vieillissement cutané, donc les effets plutôt esthétiques sur la peau. Il y a des études qui montrent de légères améliorations sur des rides, sur la texture et l'élasticité de la peau après plusieurs semaines de traitement. Donc c'est pareil, c'est déjà les améliorations, elles sont légères, d'accord, quand on en trouve, parce que c'est pas toujours qu'on en trouve. Et l'explication derrière, ça serait que les cellules de la peau, en particulier ce qu'on appelle les fibroblastes, alors c'est des cellules qui donnent de la flexibilité au tissu, si je ne me trompe pas. Et donc ces fameux fibroblastes seraient altérés par la lumière rouge. Et on verrait l'augmentation de la production de collagène. Et à cause de cette production de collagène, bah, on transformerait, si vous voulez, les caractéristiques physiques de la peau, quoi. Mais encore une fois, il y a une review qui montre que ces effets, malgré le fait qu'ils soient réels, a priori, c'est très hétérogène et encore mal standardisé. Donc voilà, il y a une review qui quand même est très dubitative et qui montre que selon les papiers qui sont considérés, selon la nature des recherches qui sont menées, bah, de temps en temps, l'effet est effectivement mesuré et dans d'autres cas, on voit pas du tout d'effet, quoi. Donc ça, c'est pour la partie plutôt esthétique, le vieillissement de la peau et l'aspect de la peau, quoi. Concernant la cicatrisation, c'est un peu pareil. On est sur le même problème de clarification parce que en fait, on a à la fois des données qui montrent un aspect positif et d'autres qui, au contraire, ne montrent qu'il n'y a rien. Donc quand on parle des données positives, il y aurait un effet sur la réparation des tissus. Encore une fois, ça serait à travers du coup les ROS qu'on a vu tout à l'heure. Et cette réparation, alors non seulement ça serait à cause des ROS, mais également il y aurait l'implication des fibroblastes, encore une fois, dans les mécanismes de réparation. Donc là, quand on parle, là on est en train de parler, excusez-moi, de tout ce qui est réparation des tissus lorsqu'ils sont endommagés, notamment lorsque vous avez une blessure qui a besoin d'être cicatrisée. Donc la lumière rouge pourrait favoriser la migration cellulaire, donc le déplacement des cellules, et donc augmenter ce qu'ils appellent l'angiogénèse. Bon, en gros, c'est la formation des nouveaux vaisseaux à partir des existants. Donc ça, c'est pareil, il faut prendre d'énormes pincettes, parce que certaines études montrent une accélération de la cicatrisation, tandis que d'autres ne retrouvent pas d'effet significatif. Je vous ai dit, l'article a l'air de montrer la difficulté qu'on a aujourd'hui dans la communauté scientifique à montrer un effet. Donc déjà, s'il y a un effet, déjà on n'est pas sûr qu'il y ait un effet, et s'il y a un effet, il n'est pas non plus énorme, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. Et enfin, troisième application, donc je le répète, la première c'était sur l'aspect esthétique, le vieillissement de la peau, le deuxième c'est sur la cicatrisation, et le troisième ça serait le traitement de l'acné. Donc là on pense que la lumière rouge pourrait agir en tant qu'anti-inflammatoire en modulant l'activité des fameuses glandes sébacées. Alors c'est quoi? C'est ces glandes qui sécrètent le sébum, d'accord? Sébum qui souvent est lui responsable de l'acné. En gros, alors parmi les éléments qui peuvent vous faire de l'acné, il y a une surproduction de sébum qui joue un rôle. Et donc justement, avec la lumière rouge, l'hypothèse c'est de dire que la lumière rouge pourrait réduire les sécrétions de sébum, quoi. Et là, c'est pareil, les résultats sont globalement modérés et variables selon les protocoles. Il suggère enfin que pour traiter l'acné, la lumière rouge seule ne serait pas suffisante, il faudrait plutôt la coupler à d'autres thérapies lumineuses qui sont, elles, plus efficaces, quoi. Donc voilà, vous l'avez compris, je pense, à travers tous les éléments de langage que j'ai employés, entre autres avec le conditionnel et toutes ces études qui montrent des résultats et leur contraire. Bon, il faut garder un énorme recul sur cette technologie-là parce que le niveau de preuve est limité.
et ça va être le dernier paragraphe de cet article. L'article termine en disant que malgré quelques papiers encourageants qui ont l'air de montrer un effet, déjà je le répète, quand il y en a un effet, même s'il y a un effet, cet effet il n'est pas non plus extraordinaire. Donc il faut en fait d'un point de vue scientifique continuer au maximum le développement des études, mais d'un point de vue... Enfin il faut continuer de faire des études bien sûr, mais il faudrait aussi standardiser les méthodes employées. Pourquoi ? Parce que beaucoup trop d'études reposent sur un nombre très limité de personnes, donc d'un point de vue méthodologique c'est pas suffisant. Et en plus de ça, les protocoles expérimentaux sont trop hétérogènes. Comment ça ? C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas beaucoup de gens, et puis des fois le temps d'exposition varie entre les études, l'intensité lumineuse n'est pas toujours très bien contrôlée, la fréquence des traitements aussi. Donc le problème c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec une littérature scientifique qui est vaste sur le sujet certes, mais qui en fait n'est pas standardisée, enfin il n'y a pas de protocole standard qui est appliqué. Chaque équipe fait sa propre popote méthodologique on va dire, et donc on se retrouve avec des résultats qui varient du tout au tout. Comme Audrey, ça varie du tout au tout, c'est-à-dire que d'un côté on a à la fois des études qui montrent pas de résultats et d'autres qui semblent montrer un début d'amélioration, une accélération de la cicatrisation, une aide pour guérir l'acné, ou même une production d'ATP accentuée qui a du coup après des résultats intéressants sur l'aspect de la peau et compagnie quoi. Si c'est pas reproductible, c'est pas prouvé. Bah c'est un peu le problème. Ouais. C'est un peu le problème. Enfin c'est même beaucoup le problème même. Donc voilà, et l'article termine en expliquant qu'il y a un contraste énorme entre d'un côté la littérature scientifique qui montre à quel point le sujet est pas du tout clos, qu'on a encore du mal à comprendre ce qui se passe réellement, versus toute la partie commerciale et les dispositifs grand public qui eux se font une joie de vendre à tout va le moindre dispositif à qui le veut quoi. Et donc bref, c'est un exemple typique, c'est pas le seul bien sûr, mais c'est un exemple vraiment, un cas d'école de la science n'a pas encore dit son mot sur la technologie, que déjà les commerciaux vendent à balle ce genre d'objet, alors même que d'un point de vue purement médical, la technologie n'a pas fait ses preuves quoi. Ou alors du moins les quelques preuves qu'elle a sont relativement faibles. Salut Omgi. Et enfin, il termine aussi sur l'idée que peut-être la technologie pourrait être dangereuse. Alors, faut peut-être pas déconner non plus, mais l'évaluation du risque n'a pas été trop faite, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention, en particulier si vous êtes un consommateur individuel de ce genre de technologie, prenez garde à l'utilisation de cet objet dans le sens où n'a pas été testé, ce genre d'objet n'a pas été testé en conditions un peu extrêmes, c'est-à-dire que si vous vous mettez à prendre des bains de lumière rouge pendant des heures entières et à une puissance, on va dire, de luminosité particulièrement intense, on ne sait pas du tout les effets que ça peut avoir sur la peau, les effets éventuellement délétères, quoi. Donc ne pensez pas non plus que cette technologie est complètement bénigne, parce qu'on n'a pas fait les tests nécessaires en matière de sûreté, quoi. Cette technologie s'inscrit ainsi dans un champ de recherche en structuration, nécessitant des études complémentaires standardisées, le mot standardisé est important, afin de préciser ses indications et ses paramètres optimaux. Donc voilà, c'est une seule phrase pour résumer le tout, c'est ça. Donc si vous êtes vous-même amateur de ce genre de technologie, essayez d'y réfléchir à 2 fois avant de l'utiliser, ou du moins passez par des professionnels de la santé, des professionnels du domaine, qui eux sauront vous conseiller quoi faire pour traiter vos problèmes de peau, quoi. Sachant que, encore une fois, la technologie est utilisée dans des cabinets médicaux, qui eux ont quand même une approche, déjà normalement une approche plus rationnelle, méthodologique de la technologie. Donc voilà, si y a matière à faire un traitement de luminothérapie entre guillemets, enfin de comme ils l'appellent, de photobiomodulation, rapprochez-vous des spécialistes de la technologie qui sont en cabinet médicaux, qui eux pourront vous dire ce qu'il est possible de faire dans leur cabinet à eux, plutôt que vous-même vous procurer un objet technologique dont vous ne savez pas l'efficacité et dont vous ne connaissez même pas non plus l'éventuelle dangerosité, quoi. Bref.
Donc je vais me contenter de lire le dernier paragraphe qui résume bien. L'utilisation de dispositifs commerciaux de lumière rouge doit donc être envisagée avec prudence, en particulier en dehors d'un cadre médical. Sollicitez un avis médical ou dermatologique en cas d'usage à visée thérapeutique, bien sûr. Faites confiance aux experts de la santé. Voilà. Mais je m'arrêterai là-dessus. Il y a la vidéo de Syllabus sur le sujet qui est intéressante. Oui, je sais bien que vous êtes nombreux à me dire qu'elle a déjà traité du sujet. Alors moi, je l'ai pas vu au moment où elle est sortie, sa vidéo. Donc peut-être ça serait bien qu'on la regarde à l'occasion de notre côté. Mais voilà, je ne sais pas ce qu'elle dit en substance. Si elle rejoint en tout cas les messages qui sont communiqués dans cet article. Je rappelle tout de même que cet article a été écrit par une spécialiste du domaine qui elle-même fait des recherches sur cette technologie-là et qui du coup nous fait un tour d'horizon sur les mécanismes qui seraient sous-jacents s'ils existent et qui sont réellement stimulés versus aussi ce que la science en dit avec toutes les précautions qu'il faut prendre. Voilà, on va s'arrêter là puisque c'est la fin de l'article. Vous avez compris que cette technologie reste encore très, comment on pourrait dire ça, mystérieuse. Je sais pas si le mot est bien choisi, mais en tout cas, beaucoup de recherches doivent être faites pour être capable de distinguer qu'est-ce qui relève d'un vrai effet de qu'est-ce qui relève au contraire de la supercherie. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut l'enterrer en mode c'est un énorme scam, ça ne marche pas, puisque un certain nombre d'études ont l'air de montrer qu'il y aurait un effet, mais pour cela, encore faut-il standardiser les essais, faire en sorte que les différentes publications soient reproductibles les unes des autres, arrivent à remontrer les mêmes effets dans différentes conditions ou dans des conditions semblables, mais dans différents endroits, avec des différents appareils éventuellement. Donc voilà, encore beaucoup de travail à faire en matière de science pour vérifier l'éventuelle utilité / efficacité de ces masques-là, de cette lumière, on va dire de manière générale, de cette lumière rouge. En attendant, soyez dubitatifs comme l'est la science sur ces questions-là. Gardez un recul sur la technologie. Ne vous procurez pas des masques sans avoir l'avis des experts en la matière. Privilégiez plutôt les cabinets médicaux et voilà, l'avis des médecins sur les traitements éventuels que votre peau pourrait recevoir, bien sûr. Et ça sera à peu près tout comme message de fin, quoi. Voilà. Bref, faire de la science, tout à fait. Il y a encore beaucoup de science à faire. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci YouTube d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié Twitch. Je peux prendre les dernières questions dans le chat, puisque j'ai vu que j'en avais raté quelques-unes. Je vous fais des bisous. YouTube, on reste là, Twitch ensemble, puisqu'on a un programme, on a encore une vidéo à React. Ça va être super intéressant sur le droit de l'environnement. Je te laisse là, YouTube. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle rediffusion. Prends soin de toi et prends soin du rock'n'roll. Allez, ciao!